Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine T'as vu, le magazine réalisé par les étudiants du master journalisme de l'Université catholique de Lille. Au sommaire de cette édition, découverte d'une salle d'arcade à Lille, puis nous irons du côté du week-end des géants organisé ce week-end à Tourcoing, et puis nous irons prendre la température dans les bars lillois suite à l'arrêté municipal qui les contraint à la fermeture dès 1h du matin en semaine et à 3h du matin pendant le week-end. Cela fait 2 ans que la salle Akedo a ouvert ses portes à Lille. Cet endroit est une véritable caverne d'Ali Baba pour les adeptes du rétro gaming. Nos reporters Madeleine Chollet, Caroline Gouraud et Anaïs Coinon sont allés s'essayer aux manettes pour nous. Reportage. À 2 pas du boulevard Vauban, il existe un repère pour les amateurs de jeux vidéo, le Akedo. Ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à 20h le soir, ce lieu est atypique à l'heure où les consoles de salon ont envahi le marché. Il est de plus le seul ouvert dans la métropole lilloise. C'est une salle d'arcade qui a ouvert il y a 2 ans maintenant, en février 2013. On a créé la salle d'arcade avec mon petit frère. À la base, on avait qu'une dizaine de machines différentes, des jeux pas forcément très récents et pas de PC. Au bout de quelques mois, on a enfin reçu nos PC. En fait, on attendait d'avoir la connexion Internet qui a mis beaucoup de temps à arriver. Et au fur et à mesure, on a augmenté la salle. On est passé de 6 postes PC à 8, puis 10. On a augmenté la quantité de jeux, des jeux plus récents aussi qu'on a commencé à ajouter. Aujourd'hui, j'ai encore de rentrer une borne cette semaine et je rentre presque une borne par mois quasiment. Donc c'est un projet que j'ai depuis longtemps. J'avais d'abord réfléchi à ça pour monter une salle d'arcade sur Tours où j'habitais. Quand je suis arrivé ici dans le nord sur l'île, la ville est quand même pas mal grande et je me suis dit que ça manquait un lieu comme une salle d'arcade. Au début, ça a du mal à se lancer. On a eu beaucoup de gens au tout début. Puis après, ça s'est pas mal baissé et au final, les PC ont beaucoup remonté l'activité de la salle. Là encore aujourd'hui, on n'a pas grand monde en arcade, mais on a encore déjà depuis l'ouverture 5 ou 6 personnes sur des postes en non-stop. Alors je joue à différents jeux et puis ces temps-ci aussi c'est pour retrouver un peu des amis que je me suis fait ici. C'est plus facile d'arrêter le jeu le soir, c'est 20h. Et puis après je rentre chez moi, je fais ce que j'ai à faire chez moi. Mais pour mon boulot, je trouve que c'était mieux pour moi de venir ici. Là j'ai fini un contrat fin septembre, du coup là je joue beaucoup plus. Mais dès que j'en aurai un nouveau, ce sera le soir, 3 heures par soir, un truc comme ça. Ce qui tourne le plus sur PC, ce qui joue le plus, c'est League of Legends tout simplement. Voilà. Après en arcade, ce qui tourne bien, c'est le jeu de combat style Ultra Street Fighter 4 ou Guilty Gear Xrd qui vient juste de sortir. En arcade, on a un ratio qui est un petit peu plus équilibré. On est grosso modo, je disais l'autre fois, environ 60-40, 60% garçons, 40 filles. Et là, on est sur tout type de public en termes d'âge. On va avoir autant des jeunes qui viennent tout seuls, entre 15 et 25 ans, qui viennent d'eux-mêmes et qui jouent un peu à tous les jeux. Et après, on va avoir les papas qui viennent avec les enfants. Et là, ils jouent surtout sur les jeux rétro. La fréquentation bat son plein. Akedo, qui s'est déjà agrandi une fois, a l'intention de déménager dans un lieu plus grand. Alors, nous sommes de retour sur le plateau avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Sonia. Alors, dans ce reportage, nous avons vu que les jeux anciens ont beaucoup de succès. Mais est-ce que tu peux nous dire quels sont les jeux qui sont le plus... qui attirent le plus les clients de ce... Comme on a vu, il y a beaucoup de bornes d'arcade, mais ce qui attire le plus, en fait, c'est les PC, les ordinateurs, avec des jeux en fait, très récents, comme League of Legends ou la dernière extension de World of Warcraft. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes, donc à peu près la vingtaine, qui viennent pour jouer ensemble et à tous ces jeux en ligne, en fait. Beaucoup plus que les bornes d'arcade qui continuent d'attirer, mais un petit peu un autre public, un petit peu des plus jeunes ou des familles. D'accord. Et dans ce reportage, nous avons vu aussi plutôt des messieurs. Est-ce que le monde des jeux d'arcade attire aussi les filles? Alors, le monde des jeux d'arcade, déjà les jeux d'arcade, c'est ce qu'on appelle les jeux d'arcade, c'est des jeux plutôt anciens. Donc les gens qui y jouent sont généralement des joueurs qui jouent par nostalgie, pour retrouver les jeux de leur jeunesse. Donc ça peut être aussi bien garçons ou filles s'ils y jouaient quand ils étaient jeunes.
Après, le monde des jeux vidéo est bien différent aussi d'il y a 10 ans. Il y a de plus en plus de joueurs filles, il y a de plus en plus de jeux qui s'adressent aux filles aussi. Les jeux sont faits aussi pour attirer ce public-là. Donc c'est un univers qui évolue beaucoup, même s'il reste encore essentiellement masculin. Il y a beaucoup de filles quand même. D'accord. Merci Caroline pour ces explications. Dites-moi Caroline, connaissez-vous le traditionnel week-end géant de Tourcoing? Pas vraiment. Eh bien, nos reporters Aurélie Pasquelin, Paola Diliz, Louis Caillé et Olivier de Sales ont pris de la hauteur pour nous faire découvrir cette tradition tourquenoise. On regarde. L'édition du moment, le week-end des géants a eu lieu le 7 et le 8 mars à Tourcoing. Les géants, éléments folkloriques des carnavals de la région, sont à l'honneur. Tiens, comment se sont déroulées les festivités autour d'eux? Le week-end géant donc se déroule sur 2 jours. Le samedi, on démarre donc de belles rencontres pour rejoindre le centre-ville avec 22 géants et groupes de musique en tout genre. Le lendemain, le dimanche, nous commencerons la parade à la gare de Tourcoing à 14h30 pour rejoindre le centre-ville. Avec là plus de géants que prévu, donc on est passé à 32 géants pour dimanche avec des groupes étrangers, donc on a des groupes qui viennent de l'Allemagne et un groupe qui vient de Ypres, notamment des Écossais. Chacun vient avec son géant et peut venir aussi d'autres régions comme les Ardennes. Nous avons construit ce géant qui est construit à l'effigie de Jean Robic. Et Jean Robic avait l'un de ses surnoms, c'était le Biquet, d'où l'appellation Biquet de Vouziers. Même l'organisateur est venu avec les siens et la conception d'un géant demande un certain temps. J'ai pu réaliser avec le centre social une très belle expérience que j'ai pu vivre avec les habitants. C'est la fabrication d'Augustin. Donc j'ai aidé donc, les habitants à construire ce géant avec un professionnel. Ici, pour la nouvelle géante Nadège, les habitants ont participé aussi donc, à construire le panier, donc toute la structure en osier. Et franchement, c'est une très belle expérience à faire. Fabriqué à partir d'une structure en osier, Jean Bonduel, venu avec Bien-Aimé Junior, utilise d'autres matériaux et peut être rapide dans la fabrication d'un géant. Je cherche toujours des matériaux que tout le monde peut trouver, qui ne coûtent pas une fortune. Donc là, vous voyez ici, manche à balai. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il n'y a que des balais là derrière, hein? Moi, je prends un bout de mousse de polyuréthane. En 1 heure, je vous ai fait une main avec une forme et une pièce dedans. Il faut aussi les porter et cela peut représenter un certain poids. Alors nous, Augustin est porté par un porteur. Mais là, tout à l'heure, vous verrez, il y a un âne galopin qui vient de l'os et il est porté donc, par plusieurs porteurs. Ça part de 5 kg jusqu'à 75. Mais vous avez des géants. Moi, j'ai porté, par exemple, Baden-Powell, qui est un géant belge, qui est beaucoup plus petit que celui-ci, mais il fait 110 kg. Alors, c'est un géant qui mesure 4,50 m, qui pèse 45 kg, qui est porté par un seul porteur. Géant peut être aussi signe de voyage, de kilomètres et de retraite, comme le père de Bien-Aimé Junior. Donc là, maintenant, on est, je ne sais pas, à plus de 200 000, 250 000 km parce qu'on a voyagé aussi bien Strasbourg d'à côté, la Bretagne de l'Aude, Firminy dans le sud de la France, toute la Belgique. Alors là, la Belgique, on a fait, je ne vais pas dire tous les villages, mais énormément. Et même l'Angleterre, où on y va régulièrement. Alors le premier géant, c'est donc Bien-Aimé, le père de celui-ci. On l'a eu 10 ans. Au bout de 10 ans, on avait fait plus de 100 000 km. On a dit il a bien mérité de se reposer un petit peu. Donc il est en mairie dans Bouscapelle. Et c'est là que j'ai fait son fils un peu plus grand. Ce patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO donne ainsi sa saveur particulière au carnaval de Tourcoing et à ceux de la... Nous sommes de retour sur le plateau avec Louis Caillé. Bonjour Louis. Bonjour Sonia. Alors, grâce à votre reportage, nous avons été au cœur des préparations de ce défilé. Tout à fait. Mais peux-tu nous dire qui sont ces gens qui s'occupent de ce géant? Alors, pour répondre à ta question, je dirais d'abord que le principe des géants, c'est une tradition dans le Nord-Pas-de-Calais, et aussi dans la France, mais surtout dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est une tradition surtout familiale. Pendant notre reportage, on a pu voir justement Jean Bonduel, qui est un
passionné, un amateur passionné de géants qui, avec son fameux géant justement bien aimé Junior, avec qui il a parcouru des dizaines et des dizaines, des centaines de kilomètres, voire des milliers comme il l'explique. Et ensuite, il l'a légué à sa mairie, donc de sa commune. D'une manière plus générale, ce que je pourrais dire, c'est que les géants, donc ce sont vraiment des passionnés de la France entière qui s'en occupent, pour beaucoup qui viennent de petits villages. Donc c'est une histoire, je dirais que c'est une histoire d'amour avant tout. On le part, on le prépare, on le répare, on le pense, et on le bichonne même pour les défilés. Et donc ce qui fait que certains, à force d'être préparés, réparés d'année en année, parcourent plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, comme tu as pu le voir. Et justement, de quoi sont faits ces géants? Quels sont les matériaux utilisés pour leur confection? C'est assez simple au fin de compte. Pour la structure, on a eu une petite explication très vite, mais au niveau de la structure, en fait, c'est surtout du fer ou du bois, donc de l'osier, du bois qui se décline sous ses différentes formes. Et le fer, c'est surtout en fait pour s'imposer plus ou moins dans la manifestation des gens, pour montrer qui est le vrai boss en fin de compte. Montrer qu'on a la plus grosse structure, donc on pèse. Et sinon, au niveau des finitions, c'est simple, du tissu, de la peinture, et du papier mâché aussi. D'accord, voilà. Merci Louis pour ces précieuses informations. De rien, Sonia. Alors, après les géants de Tourcoing, partons à la rencontre des patrons des bars lillois qui sont tombés de haut lorsque la mairie a décidé de la fermeture des bars à 1h du matin en semaine et à 3h le week-end. Un reportage signé Corentin Escaillé, Stéphanie Scarna et Anaïs Plateau. La mairie de Lille a décidé la fermeture de 85 bars à 1h du matin au lieu de 3h en début de semaine. Le but ? Répondre à un problème d'ivresse publique et de tapage nocturne. Voyons ce qu'en pense Stéphane Dahl, co-gérant du club El Diablo et gérant du bar Le Lyoté. Mais je pense pas vraiment que le mode répressif soit quelque chose de bien. Après, on peut dire qu'il y a eu des tractations, des négociations. Je pense qu'il faut faire quelque chose, mais je pense pas que la fermeture comme ça, nette, claire et précise, soit quelque chose de bon. Il faut juste savoir que nous, on n'est pas la profession qui vend le plus d'alcool aux mineurs et aux majeurs d'ailleurs. L'alcool qui est consommé dans le phénomène, par exemple, du beach drinking, ou l'alcoolisation massive, on va dire, elle est souvent faite avant la fréquentation de nos établissements. Un avis plutôt partagé par Danny Ben Green, le patron du Midland. Ils doivent mettre un peu plus d'ordre là où se le fait. C'est vrai que moi je passe souvent toujours des bagarres, des mineurs qui boivent, ça c'est vrai, il faudrait peut-être... Faudrait que les patrons, s'ils veulent bénéficier encore du statut de bar de nuit, il faudrait peut-être qu'ils fassent attention. Il faudrait peut-être quand même qu'ils gèrent un peu si chacun gère son café, je pense que beaucoup de problèmes vont être résolus, ça c'est sûr et certain. La solution de la mairie risque de faire plus de mal que de bien au bar. À la base, moi je pense surtout aux chômeurs qui vont... Ils ont plus de boulot, tous les serveurs, il y a au moins facilement 2-3 serveurs par bar, multiplié par X, donc ça fait quand même un chiffre. Et c'est oui, ça c'est sûr et certain. Ça va augmenter. Hein. Je sais pas, moi je pense qu'il y a au moins 200-300 personnes qui vont être au chômage. Le propriétaire d'un bar, il ne va pas garder ses serveurs s'il n'y a pas de boulot. Dans le Vieux-Lille, certains relativisent. Il faut voir après que l'autorisation tardive des bars, ça datait de 2003 de mémoire. Donc ça fait que 10 ans. Avant, c'était 2h du matin, il me semble. C'était tout aussi festif. Ça changera rien. Après, effectivement, je pense que la ville veut axer sa politique commerciale sur autre chose que la vie des bars. En bref, la décision de la mairie a du mal à passer. 100 emplois pourraient être menacés par l'arrêté municipal. 9 recours ont été déposés par les cafetiers de la rue Solferino. Affaire à suivre. Nous sommes de retour sur le plateau avec Corentin. Bonjour Corentin. Sonia. Alors, nous avons vu que
Des recours ont été déposés à la mairie. Quand est-ce que la décision sera rendue? Alors en fait, les cafetiers frondeurs ont attaqué au tribunal administratif en référé suspension. C'est une procédure assez particulière, qui est une procédure d'urgence, qui permet d'obtenir un jugement sous 15 jours, avec, en attendant une décision plus définitive cette fois-ci, sur le fond. Alors bon, on peut s'attendre à une décision très très vite. D'accord. Quelles seraient les conséquences de ces heures de fermeture? On compte environ 100 emplois qui sont menacés par cette mesure. On n'est pas sûr que ce soit des emplois en CDI ou à mi-temps, on sait pas trop. Là, les cafetiers, en gros, ils perdent de 1 à 3 heures, ça fait 2 heures par jour, sur 4 jours, donc ça fait 8 heures de travail. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les cafetiers ne sont pas logés à la même enseigne à ce niveau-là. Il y en a qui ferment à 23 heures d'ores et déjà, en ce moment, qui ferment à 23 heures. D'autres qui comptaient sur ces fermetures-là, sur ces ouvertures entre 1 heure et 3 heures pour faire un peu plus de chiffres. On pense notamment aux restaurateurs, aux bars de la rue de Solferino, mais aussi quelques bars de la rue Royale. On voyait justement à l'Autrement dit le barman l'Autrement dit assure sa devanture une banderole qui dit que 2 emplois sont menacés au sein de sa structure. Donc les conséquences sont plutôt graves pour l'emploi, mais ce sont des emplois qui ne sont pas forcément des CDI, des temps pleins, etc. D'accord. Parallèlement à cet arrêté municipal, on voit la fermeture de plus en plus souvent des bars-concerts. Est-ce que tu penses que c'est un problème pour la culture? Alors, les cafés-concerts, c'est un autre problème, mais oui, c'est vrai qu'on a connu la fermeture de la Chimère notamment, le Midland s'est reconverti, c'était avant le Select. Il y a beaucoup le Resto Soleil encore, qui est un des exemples les plus marquants de ces derniers mois, vu qu'il a subi une fermeture administrative de 2 mois. Et tout ça, c'est un mouvement d'ensemble dans l'île. On ne sait pas trop à quoi c'est dû, mais il y a eu quelques procédures de la police municipale qui ont menacé un peu ces cafés-concerts. On pense notamment au Resto Soleil, qui n'est pas forcément dénué de toute responsabilité, étant donné les affaires qu'il y a eu avec la friterie. Mais on nous a raconté au sein de ce reportage que la police municipale était faisait souvent en fait des contrôles, plusieurs contrôles sur une même licence 4 pour un même bar, donc c'est assez surprenant. Et à côté de ça, les cafés-concerts sont un peu menacés par la concurrence directe de la mairie avec les Gares Saint-Sauveur, donc c'est plutôt compliqué pour la culture à Lille en ce moment, c'est vrai. D'accord. Merci Corentin pour tous ces Merci éclairages. Sonia. Merci à tous d'avoir assisté à ce nouveau numéro de T'as vu, le magazine des étudiants en master journalisme de l'Université catholique de Lille. Retrouvez-nous très vite sur Dailymotion. À la semaine prochaine.